Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 12 mai. Aujourd'hui, on parle de Région d'Oignon qui a tracé la route de ces 5 prochaines années. On fait justement un début de tracé avec le président de l'association intercommunale, Frédéric Magny. En sport, on recevra le NHB La Côte. On parlera notamment des 2 équipes féminines devenues championnes régionales. Et enfin, on terminera en culture avec la Trélésienne Maëva Christelle Dubois qui nous présente son 2e roman intitulé Miseria. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis à la déchetterie à Nyon. Je voulais savoir si chez toi tu avais des objets de seconde main dont tu aimerais te débarrasser. Alors non, mais j'aime bien chiner par contre, donc peut-être que je vais repérer quelque chose. Ouais, je te parle de ça en fait, parce que je suis devant la nouvelle ressourcerie de Nyon en compagnie de la municipale en charge des infrastructures à Nyon, Roxane Faro. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette ressourcerie que tu vois derrière. Il y a plein d'objets de seconde main. Ça ouvre ce dimanche à Nyon. Et donc, on va savoir avec vous, Roxane, comment ça marche et puis comment est-ce qu'on peut donner ces objets. Donc, à tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Région d'Oignon présente son programme de législature pour les 5 prochaines années à venir. Parmi les 31 mesures annoncées, 3 projets phares occuperont les 5 prochaines années. On en parle avec vous, Frédéric Magny, bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors intitulé « Vivre sa région », cette région-là, comment est-ce qu'on va la vivre dans les grandes lignes ? On va la vivre par de l'action. Nous désirons cette législature passer à de l'action, arriver à des projets qui puissent se concrétiser et puis se faire connaître aussi de plus en plus et comprendre quel est le fonctionnement de Région d'Oignon auprès de la population du district. Donc il y a beaucoup de projets et d'intentions qui sont voulus par le comité directeur. Ouais, alors on va justement essayer de décortiquer tout ça. C'est vrai qu'on retrouve forcément les thématiques habituelles, statuaire, territoire, environnement, culture et tourisme. J'aimerais qu'on commence avec l'enjeu de la mobilité, puisque vous en faites aussi votre fer de bataille. Aujourd'hui, vous allez expérimenter une nouvelle forme de mobilité. Ça passera par quoi ? Alors ça passera par de l'innovation, ça passera par des discussions avec certaines communes pour quels sont leurs besoins par rapport à ce qui a été mis en place ces 10 dernières années. On est parti sur une politique ces 10 dernières années sur des améliorations d'infrastructures et des rabattements sur les gares. Mais on se rend compte qu'il y a des besoins des communes dans le nord du district qui aimeraient avoir une ligne un peu transversale qui permette de passer de Gingin à Levaux sans avoir besoin de passer par Nyon, de remonter, etc. Donc la volonté de partir de nouvelles expérimentations. Et puis dans l'innovation, c'est d'être au goût du jour. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, le fonds TP était innovant. Le canton a un peu copié ce que la région a mis en place. Et maintenant, notre rôle, c'est d'aller de l'avant, de chercher quels sont les futurs transports publics et mobilité douce qui existent. Ouais. C'est par exemple des véhicules sans chauffeur. Alors ça, c'est un exemple. Il y a eu de l'expérimentation à Arolles, mais il y a aussi des arrêts à la demande. Il y a de l'expérimentation qui se fait à Montaix, où les quartiers excentrés ou les villages excentrés, par rapport à une ligne principale, il y a des applications ou d'autres moyens que lorsque un citoyen désire utiliser le transport public, il s'inscrit, le bus dévie et il peut le prendre. Et c'est une amélioration dans l'organisation des horaires, c'est-à-dire la ligne principale est un horaire assuré, et après il y a des décalages qui peuvent se faire. Donc c'est suivre ce qui se fait pour chercher à implémenter dans notre région, voire innover nous-mêmes des nouvelles idées. Ouais, c'est des exemples très concrets, c'est vrai qu'on peut citer la ligne de bus 805 entre Nyon et Prangin qui a beaucoup fait débat. On voit que finalement le canton a dû trancher. Est-ce que finalement la région de Nyon, l'association intercommunale, c'est aussi ça son rôle, être un facilitateur ? On est un facilitateur, on coordonne et on a aussi une phase un peu de lobbyiste vis-à-vis du canton pour faire passer nos demandes, les faire avancer, on dirait comme ça. Ouais, mettre tout le monde d'accord, est-ce qu'on pourrait dire ça ? Oui, oui. Ouais, voilà, qui est dit un oui sans hésitation. Un autre défi, c'est le pôle bois projeté à la RIP. On sait que l'objectif est déjà connu. L'objectif, c'est créer une zone d'activité destinée aux entreprises de la filière du bois, regroupées sur un même site. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, au vu de l'actualité, le bois se fait de plus en plus rare. J'imagine que là, c'est un sacré défi pour vous. Alors, c'est un grand défi et on est au goût du jour, mais c'est un projet qui date de plus de 10 ans. On a eu
eu, pour des questions d'acquisition de terrain, une longue période transitoire par rapport à ce qui avait été voulu à l'origine. Maintenant, la promesse d'acquisition a été signée, donc on peut passer à la vitesse supérieure. Et puis, comme dirait notre collègue du comité directeur, Pierre Wallen, on espère donner le premier coup de pioche d'ici la fin de la législature pour vraiment montrer qu'on passe à l'action. Oui, alors tout ça, évidemment, n'est pas possible sans des moyens financiers. On sait que c'est toujours le nerf de la guerre. Le Conseil intercommunal devra prochainement se prononcer sur un préavis concernant l'augmentation des cotisations de ses communes membres. Aujourd'hui fixée à 20 francs par habitant et par année, elle pourrait passer à 25 francs. À quoi serviront ces 5 francs supplémentaires ? Alors les 5 francs supplémentaires, il faut les diviser en deux parties. Il y a 3 francs qui sont nécessaires pour, je dirais, assainir la situation actuelle de Région de Nyon. Nous avons à devoir amortir un passif non négligeable. On voit que ces 3 dernières années, nous avons des résultats fortement négatifs. Nous avons un capital qui démontre un endettement. Et donc, nous avons besoin, et nous devons trouver à assainir cette situation. Donc, est-ce que ça remet en question la survie de Région de Nyon ? Non, ça ne la remet pas en question. C'est juste, est-ce qu'on veut assainir rapidement ou est-ce qu'on veut étendre sur plusieurs années. Avec ces 3 francs demandés pour l'assainissement, ça permet d'arriver sereinement à la fin de la législature et puis de faire une passation en 2026 au successeur avec une situation saine et prospère. Et puis les 2 francs supplémentaires, c'est par rapport aux ambitions de Région de Nyon et aux demandes du législatif. Un exemple qui nous a été demandé, c'est d'améliorer notre politique sportive. Pour ceci, il y a besoin d'avoir des finances supplémentaires sans péjorer l'existant. Et donc, ces 2 francs, c'est pour des RH, c'est pour des projets qui font partie des thématiques du plan de législature. Ouais, même enjeu pour la politique culturelle. On peut citer par exemple l'exemple de Cran, qui aujourd'hui souhaite rejoindre l'association intercommunale. Ensuite, ce sera au législatif de Région de Nyon d'accepter ou non cette entrée au sein de l'association intercommunale. Est-ce que c'est facile de convaincre finalement, oui, de rejoindre à la Région de Nyon ? On voit que c'est un exercice réussi pour Cran, mais concernant le mode et la participation financière, ce fameux DISREN, est-ce que c'est facile à convaincre ? C'est pas facile à convaincre. Alors déjà, pour venir dans l'association, ça a pris du temps. Il a fallu expliquer, il a fallu faire preuve de transparence, de répondre à toutes les questions. On voit qu'il y a de l'inquiétude pour certaines thématiques, voire de l'incompréhension. Et que ce soit d'une commune membre ou d'une commune non membre, que ce soit... Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes comme ça qui inquiètent ? Mis à part les finances, on sait, dans la région. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Donc, la base, c'est les finances. Après, c'est les volontés de tout un chacun. Certains sont plus pour vraiment faire de la culture, d'autres de l'investissement d'infrastructures. Faut rappeler que la région de Nyon, on est là pour coordonner. On n'est pas porteur de projet, mais c'est les communes ou les groupes... la commune ou les communes qui se regroupent avec des projets et dont notre charge est de coordonner et de chercher à trouver des fonds supplémentaires. Jusqu'à maintenant, par le DISREN, qui est vraiment l'outil d'investissement, le bilan est qu'avec 1 franc d'investi, on a réussi à en trouver 10. Mais le fait, par exemple, que Cran n'adhère pas au DISREN, est-ce que ça pourrait aujourd'hui compliquer son adhésion au sein de Région de Nyon ? Alors, personnellement, je ne le vois pas, mais certainement qu'il y aura peut-être un peu de discussion. Il faut rappeler que dans les communes membres à l'heure actuelle, sur les 40, il y en a 3 qui ne sont pas membres du but optionnel du DISREN. Donc, on peut les citer, oui. Bursinel, Vic et Longiro. Alors, Bursinel, Vic et Longiro, oui. Frédéric Mani, président de l'association intercommunale Région de Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous et très belle journée à vous. Merci beaucoup Andrea, de même et à tout bientôt. À tout bientôt. Alexandre, on retourne à toi et à cette ressourcerie, alors montre-nous tout, est-ce que je peux choisir ? Oui, je vais te montrer tous les objets. Donc, du coup, tu peux voir d'ailleurs avec la campagne d'affichage, justement, on peut lire, c'est dans les vieilles casseroles qu'on mijote les meilleurs plats. Et puis, ça nous fait forcément penser à un grand magasin bleu et jaune, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est quoi cette ressourcerie alors qui ouvre ses portes ce dimanche à Nyon ?
Alors, cette ressourcerie, c'est une impulsion, faut l'avouer, du conseil communal qui trouvait dommage qu'on n'ait pas un lieu au sein de la déchetterie où les gens pourraient déposer des objets dont ils n'ont plus l'usage, que d'autres citoyennes et citoyens lyonnais pourraient, eux, de manière gratuite, récupérer. On récupérait des objets, mais qu'on transmettait à une association qui a changé de commune. Et voilà, l'idée était chouette. Effectivement, aujourd'hui, on lutte contre l'obsolescence des objets, notamment. J'apprends à personne que les matières premières, dont les plastiques, c'est issu du pétrole. Donc, avec tout ce qui se passe, si on peut éviter de devoir produire de nouveaux objets et simplement les mettre à disposition des suivants, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie. Bon, très bien. Bon, alors allez-y, on y va, je vous suis. Hein. Qu'on voit un petit peu le type d'objet qu'on peut voir. Alors, je vois là-bas qu'il y a de la vaisselle, notamment. Il y a aussi des livres, des DVD, on voit des chaises, on voit même du matériel sportif. Andrea, il y a même des skis à prendre. Oui, d'ailleurs, donc voilà, Roxane Faro, il y a des jeux pour enfants aussi. En gros, comment ça fonctionne, cette ressourcerie ? Alors, écoutez, déjà, elle va ouvrir dimanche, donc on va un peu la rôder. Donc là, vous la préparez, vous avez déjà des... On la prépare, et d'ailleurs, je remercie les collaboratrices et les collaborateurs de la ville de Nyon qui ont anticipé, qui sont déjà venus déposer des objets pour qu'on l'inaugure avec déjà des choses à disposition. Ouais. Il y a des objets à vous, d'ailleurs. Il y a aussi des objets à moi, on sait tous. Comme ce chandelier, voilà, je capte. Exact. Et puis, les citoyennes et citoyens qui viennent à la déchetterie, plutôt que, par exemple, de la vaisselle, de la mettre dans la benne à céramique, si elle est en bon état, le service est plus ou moins complet, plutôt que de le mettre dans la benne, le mettre à disposition des autres Nyonnaises et Nyonnais qui viennent aussi à la déchetterie. Donc, on peut se servir gratuitement. Moi, exact. Si je veux repartir avec cette petite trottinette rose pour qui un vous enfant... à ravir, oui, alors pour moi, peut-être. Mais je me sers, quoi, c'est ça. Exact. D'accord. Ouais. Et quel type d'objet on peut déposer, quel type d'objet on ne peut pas déposer? Alors, on peut déposer, tiens, suivez-moi. Ouais. Ah oui, il y a une petite pancarte explicative qui est assez bien faite, comme ça. On peut voir effectivement. Voilà, donc on a ce panneau à l'entrée qui explique tout à fait quels sont les articles que nous acceptons. Et puis pour des questions de sécurité, évidemment, les appareils électriques et électroniques, le matériel de sécurité, et en termes de responsabilité, évidemment, on va éviter. Mais hors de ça, on accepte tout. Pour le reste, voilà, le petit mobilier et puis les jouets pour enfants, c'est vrai qu'on en voit pas mal, effectivement. Alors, cette ressourcerie qui sera inaugurée ce dimanche, on peut venir comme ça à la déchetterie à Nyon. Cette inauguration, elle rentre aussi dans le cadre des journées Oui, on a été vachement sympa. Alors, c'est quoi ces journées qui vont se dérouler à partir de lundi, sauf erreur, pendant toute une semaine, hein. Donc, c'est les de refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre, qui sont un peu les préceptes du développement durable. Effectivement, on organise 10 jours avec passablement d'autres événements sous ces thèmes-là. Et j'encourage, je vais faire de la pub pour un événement, parce que autrement ce serait trop long. Le jeudi 19 mai à 18h30 à la ferme du Manoir à Nyon, une conférence sur l'économie circulaire avec des acteurs régionaux et locaux. Donc, évidemment, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puis, on a des partenariats. Allez, suivez-moi. Je vous suis. Par exemple, on a la carte que vous trouverez ici, et bien évidemment, on la mettra aussi sur Internet, de où revaloriser vos objets sur tout le territoire lyonnais, parce qu'évidemment, il y a la ville de Nyon, mais aussi plein d'associations qui s'occupent de durabilité. Oui, j'allais le dire, c'est vrai que ce type de ressourcerie, comme on peut voir ici, je sais qu'il y a aussi une association, la Manivelle, alors c'est pas tout à fait la même chose. Alors la Manivelle, c'est une bibliothèque d'objets, comme vous le dites bien. Et là, on a un partenariat avec eux, parce qu'eux, ils sont toujours en quête de nouveaux objets qui leur manquent. Donc nous, on aura une liste. Et puis, quand on a quelqu'un qui dépose, on les appelle et puis on peut leur mettre à disposition, par exemple. Par contre, c'est la toute première fois qu'il y a une ressourcerie comme celle-ci, en ville de Nyon, donc à la déchetterie. Et puis, pour les journées, du coup, on peut aller sur le site de la ville et puis voir tout le programme. Il y a aussi des marchés gratuits, du troc, etc. Plein de belles choses. Merci Roxane Faro. Merci à vous. De nous avoir présenté cette ressourcerie. Alors, Andrea, je ne sais pas si tu vois un peu les objets. Qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Alors, les livres, tard, Alexandre, parce que là, je ne peux rien prendre, il faut attendre dimanche l'ouverture, etc. Mais un livre? Ouais, les livres. Et puis à la maison, donc si vous voulez vous procurer le lustre à Roxane, vous savez où aller, c'est ce dimanche à la ressourcerie nyonnaise. Merci beaucoup, belle journée à vous.
En sport, on reçoit le NHB La Côte. Le jeune club de handball peut se féliciter de voir ses deux équipes féminines sacrées championnes régionales, tandis que les hommes, eux, sont actuellement deuxième du classement et espèrent une montée en Ligue supérieure. Bonjour Nicolas Razier, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le vice-président, avec vous également Aurélie Fourcault. Vous êtes responsable de l'école de handball. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, début mai, voilà, les deux équipes féminines sont sacrées championnes régionales face à leur rivale principale, Dagmar-Selen, je le prononce juste, et la Chaux-de-Fonds. Résultat du match, 31-22 et 23-16. J'imagine que c'est là une belle victoire. C'est effectivement une très belle victoire. Je félicite Aurélie qui a contribué justement par le coaching de ces équipes-là à cette belle réussite. Oui, on est sur une belle satisfaction sur cette filière féminine cette année. On a deux groupes qui s'entendent très bien, qui sont porteuses de jouer ensemble, qui sont heureuses d'être là et qui ont des résultats, donc on est ravis pour elles. Ouais, si on regarde justement cette saison, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? L'envie et le travail, le sérieux qu'elles ont dans leur investissement toutes les semaines, et puis la joie d'être ensemble. C'est des groupes de copines et c'était l'objectif de la création de notre club, donc on est ravis autant qu'elles de les accompagner là-dedans. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui il y a une identité au niveau du jeu et du club qui est propre à votre club ? Il y a une identité de convivialité, de bienveillance de la part du staff vis-à-vis des jeunes, et puis de ces jeunes entre elles, de ce qu'elles peuvent s'apporter les unes aux autres, de ce que peuvent s'apporter les jeunes entre équipes. Et puis je pense que ça fait beaucoup pour avoir envie de progresser ensemble et de performer. Ouais, c'est des victoires qu'elles célèbrent à chaque fois tout ensemble. On a pu le voir notamment dans le cadre des mérites sportifs régionaux, puisque les M14 ont été célébrés en tant que meilleure équipe féminine. Là, j'imagine qu'en tant que vice-président aussi, c'est un honneur. C'était magnifique, vraiment. C'est vraiment beau de voir en l'espace de 2 années, comme ça, on démarre de quasiment rien et puis on arrive à ce résultat-là. Sur le plan personnel aussi, les filles se connaissaient pas forcément, donc ça a vraiment une émulation. L'aspect tactique, l'aspect technique a été acquis très rapidement et elles ont réussi à obtenir ce magnifique résultat. Et ça contribue, vous parliez de la culture du club, cette convivialité, on l'a vraiment vécu au match de samedi là, avec la H3, où il y avait quasiment tout le club qui était derrière l'équipe. Donc il y avait les M14, il y avait les filles qu'on voit à l'écran, regardez comme elles ont l'air heureuses, c'est génial. Donc voilà, l'aspect culture club, convivialité, performance, bienveillance aussi, bienveillance de la part de l'encadrement. Aurélie en est un exemple concret avec les filles ou avec l'école de hand. Ça fait vraiment partie de l'ADN aujourd'hui du club. Prochains enjeux, c'est notamment les championnats internationaux. Ça veut dire quoi concrètement et c'est quoi les objectifs pour le club ? Alors en fait, les moins de 14 ans filles jouent leur qualification pour monter dans la catégorie supérieure en inter l'année prochaine. Il leur reste un match à jouer, elles ont gagné le premier, il leur reste le deuxième à gagner. L'objectif, c'est qu'elles aient un niveau de jeu, qu'elles aient le cadre d'un niveau de jeu intéressant pour elles, qu'elles puissent progresser, que tout ne soit pas trop facile, que tout ne soit pas trop difficile non plus, et puis qu'elles s'amusent, qu'elles continuent à s'amuser, parce que c'est quand même le premier objectif qu'on veut leur offrir. Ouais, un mot également sur l'équipe masculine qui évolue en H3, vous le disiez tout à l'heure, l'équipe a battu une belle équipe de Servette Genève sur le score de 33-25. Ils consolident donc leur deuxième place et espèrent donc monter en Ligue supérieure. Qu'est-ce qu'on dit de cette équipe masculine ? C'est la première équipe de chez nous. Dans le championnat, là, effectivement, elles sont deuxième de leur catégorie en Romandie. Au niveau suisse, en troisième ligue, vous avez 108 équipes et notre équipe est arrivée troisième. Donc c'est une performance extraordinaire. En 2 ans de création de club, l'équipe arrive troisième. Et là, pour la montée en deuxième ligue, il y a eu un tirage au sort qui nous a été favorable ou défavorable, de toute façon, ça dépend comment on veut le voir. Favorable parce que ça nous donne l'honneur de jouer contre la meilleure équipe de Suisse de 3e ligue, qui est un club historique, qui a été créé en 1893, avec 500 membres, vraiment quelque chose de très important. On les a tenus en échec samedi passé. C'était la première fois pour eux, depuis le début de saison août passé, qu'ils ne gagnaient pas le match. Donc une immense fierté vraiment pour l'équipe. On va aller chez eux le 21 mai. Ça va être dur, ça va être très dur. Mais voilà, nous ne sommes pas favoris, donc toutes les chances sont avec nous. Ce qui est important de signaler, c'est que c'est une équipe principalement de jeunes gens et que
ils ont tout l'avenir devant eux, que c'est déjà extraordinaire de jouer la montée cette année, et qu'on est derrière eux, et que ça ne sera pas un échec que de la jouer encore l'année prochaine si on est obligé, et que tout est possible. C'est là où le club a aussi toute sa valeur ajoutée, puisque c'est un club formateur, il forme justement ces jeunes. Je sais qu'il y a les portes ouvertes en mai et en juin. Justement, l'enjeu, c'est quoi? C'est de trouver de nouveaux formateurs, de nouveaux membres pour remplir aujourd'hui le club? Absolument. Alors, depuis notre création, l'idée, c'est de faire découvrir le handball dans la région, développer, que des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui ne pratiquent pas de sport collectif puissent connaître le handball. Donc on fait ces journées portes ouvertes qui sont, j'ai envie de dire, nos journées, comme disait la municipale tout à l'heure, avec la ressourcerie. Nos journées sont... Votre manière à vous de rugir. Hein. Voilà, c'est notre manière de rugir, absolument. Donc on fait ces journées portes ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin pour proposer cette découverte. Tout le monde peut venir aux séances qui leur sont dédiées de façon gratuite et avec le sourire, on les accueillera. Ouais, convivial et familial aussi, convivialité et familiarité au programme. Aurélie Fourcault, Nicolas Rosier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous deux. Merci à vous. Merci Andrea. On passe à la culture et on plonge dans l'univers de Maëva Christelle Dubois. Après l'Aude et le Requiem, l'auteur nous présente son deuxième roman intitulé Miseria, un ouvrage qu'elle partagera avec le public à Paille-Oignon le samedi 14 mai et puis au Salon du Livre le jeudi 19 mai. Bonjour Maëva, merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, votre ouvrage est là, je peux le prendre? C'est à chaque fois, j'imagine, une fierté. C'est votre deuxième ouvrage déjà. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au premier? Est-ce qu'il y a peut-être un laisser-aller, un lâcher-prise? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un aspect beaucoup plus détaché. Voilà, le premier, on aura l'occasion de parler de celui-ci dans quelques minutes, je pense, mais mon premier texte parlait de l'ego des hommes face à la mort, qui est un texte qui m'est presque viscéral, vraiment très, très cher. Et en fait, je pensais faire qu'un livre. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais en faire d'autres, qu'il y avait d'autres thèmes qui me parlaient beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un détachement et je pense que ce détachement me permet de créer des personnages qui sont aussi distincts de ce que je suis en tant que personne. Et c'est une bonne chose aussi. Ouais, c'est drôle que vous disiez ça, puisque j'ai pu lire que l'écriture, pour vous, c'est une photo, hein, une partie de votre esprit à un moment donné. Donc ça veut dire quoi, qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de Maëva dans ce livre? Ah, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de moi. Je suis une grande passionnée de questions sociologiques liées aux classes sociales, notamment. Il y a la mer, qui est aussi quelque chose qui me parle énormément, toutes ces formes de nature très violentes, comme le premier parlait de la haute montagne. Donc il y a beaucoup de moi, mais un tout petit peu plus distinct de ce que je suis que le premier, qui était vraiment le grand thème. Je me suis dit, si je dois faire un livre, je le ferai sur la mort. Et celui-ci, c'est un autre grand thème qui m'est cher. Des questions sociologiques, pardonnez-moi, des questions philosophiques aussi. Pourquoi philosopher dans vos livres? Alors, ça me permet, je pense, donc si on est des humains, c'est aussi pour penser les choses, pour donner une vision de nous, du soi, du monde qui nous entoure. Je pense que c'est ce qui nous distingue en tant qu'homme. Donc l'art est une manière de philosopher. Je pense que tout art est une manière de faire de la philosophie. Ouais, alors vous le disiez, hein, votre premier roman parlait de la mort. C'était un personnage quasiment omniprésent dans votre livre. Là, peut-être la mère, mais d'autres personnages que vous allez nous présenter. Ça parle de quoi? Alors, justement, donc Miseria, tout comme mon premier livre, est un ouvrage, on en a parlé, qui aborde des thématiques de philosophie, mais sous forme de roman, ce qui fait qu'il y a un schéma narratif. J'utilise j'aime beaucoup les beaux mots, rechercher le mot précis pour la chose. Je suis une passionnée de la langue française. Et on est sur un roman qui parle de justice morale pour celui-ci, donc non plus de la mort, mais de la recherche qu'on peut avoir en tant qu'être humain, que la justice viendrait du ciel pour récompenser les bons, punir les mauvais. Donc ça, c'est l'idée classique qu'on peut tous avoir. Personnellement, je n'y crois pas. Hein. Je ne crois pas au karma, je crois pas. Voilà, je suis assez réaliste, selon moi, sur le fait que l'univers est bien indifférent à notre sort. Donc, du coup, le prémisse du texte est que le texte s'ouvre sur le premier mensonge qu'on fait aux enfants, qui est que les bons sont récompensés dans les contes qu'on leur lit. Le bon triomphe toujours, et c'est pas vrai du tout. Donc c'est vraiment le premier mensonge pour moi qu'on leur fait. Donc le texte s'ouvre là-dessus, et c'est ensuite un conte de l'injustice. Donc forcément, ça commence mal et ça finit mal, c'est ça?
Ça, c'est au gré du lecteur. J'aime bien faire des choses un peu ambiguës et un peu ambivalentes, quand même, sinon ce serait trop facile. Donc l'intérêt n'est pas forcément dans le fait que ce soit un conte injuste, ça je l'ai dit assez tôt. On sait très vite, donc ça c'est pas un spoiler, ça, on le sait assez tôt, mais on a vraiment des contrastes violents. Il n'est pas situé, tout comme le premier, il n'est ni situé ni daté. On pourrait envisager la côte atlantique dans les années 1850. Ouais. Donc c'est parfait pour parler de justice morale, parce qu'on a à la fois une injustice matérielle flagrante, qui est la caractéristique de la révolution industrielle, et puis aussi un déclin de la foi. Donc voilà, on est sur un jeune homme qui naît dans les bas-fonds, dans la misère, dans l'eau très violente, dans les déferlantes, et qui aspire à un éclat, à un soleil, à quelque chose qui visualise, et il ne sait pas d'où il peut le visualiser parce qu'il n'y a rien dans son entourage, dans son environnement qui lui permet de connaître ce soleil. Et donc il a l'impression que ça lui permettrait de sortir de l'injustice dans laquelle il est et dont il a conscience. Et voilà, c'est un peu la base du roman. Le reste, il faut le lire pour le découvrir. Ouais, n'en dites pas trop, forcément, J'en dis pas trop. Alors vous-même, vous êtes née à Trélé, vous avez travaillé, je sais, au musée du Léman, vous avez vu faire une entrée en politique, une tentative notamment aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans ce processus d'écriture ? Alors, dans le processus d'écriture, c'est l'idée de laisser quelque chose de moi, peut-être qui puisse me survivre. Aujourd'hui, je ne ferai plus du tout de politique, c'est vraiment... je sais pas, voilà, mais au niveau de mon roman, c'est vraiment l'idée de laisser quelque chose de moi qui puisse vivre peut-être au-delà. Politique, je vous interromps, mais ça veut dire quoi ? La politique ne laisse pas une trace, justement, contrairement à l'écriture qui peut Non, mais je forte. pense que je serais arrivée à l'écriture quoi qu'il en soit, parce que c'est une passion que j'ai depuis très jeune, et je suis très contente de pouvoir l'explorer aujourd'hui. Voilà, donc là, on est vraiment sur, je sais pas, une manière de transmettre, mais c'est aussi beaucoup une manière de recevoir la littérature. Je le dis souvent, parce que je donne quelque chose, mais je reçois beaucoup des autres aussi en lisant. Et ça, c'est vraiment, c'est très beau. On est vraiment humain et on est pour ça, on vit pour ça. Ouais. L'envie aussi de rencontrer votre public, ça se fera donc à Paille-Oignon le 14 mai, puis au Salon du Livre le jeudi 19 mai. Maëva Christelle Dubois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, Andrea. Merci. Très belle journée à vous également. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.